On commence dans 2 petites minutes. Donc, je vous demande un tout petit peu de patience. En attendant d'ailleurs, on va vous faire tourner un petit sondage qui va nous permettre de savoir si vous êtes plutôt hôtelier, restaurateur, consultant et autres. Hop. Voilà. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Tout le monde est en train de rentrer. C'est parti, ça vote. D'ailleurs, Sébastien et Ingrid, vous avez le droit de voter aussi, hein. Vous êtes concernés. L'idée, c'est de savoir un petit peu à qui on va s'adresser, puisque ce webinaire sur les réputations est censé être dédié plutôt aux hôteliers, mais bien entendu, les restaurateurs sont aussi pleinement concernés. Donc là, on voit qu'on a une majorité d'hôteliers. Je ne sais pas si vous voyez le sondage, Sébastien, Ingrid. Oui, c'est bon, je l'ai vu. On a encore pas mal de monde qui rentre, donc on va vous laisser rentrer. On est censé commencer d'ici 1 minute, mais on va vous laisser tous accéder à la salle gentiment avant de commencer. Ok, on a encore du monde qui arrive. Plutôt hôtelier, comme attendu. Et puis finalement, ça se répartit bien sur tous les autres postes. Autres, alors autres, pour ceux qui se disent autres, j'aimerais bien que vous nous mettiez dans le chat d'où vous venez et quel type de profession, quel type d'activité vous exercez. Enseignante. Alors, bonjour Samira, super, on a une ancienne speaker qui est présente, donc bienvenue Samira. Ce qui serait chouette aussi, c'est que vous nous mettiez, voilà, on a un enseignant au lycée hôtelier de Monaco, donc que vous nous mettiez un petit peu de quelle ville vous venez, c'est super intéressant pour nous de savoir d'où vous venez. Bon, on va commencer puisqu'il est 30. Donc encore une fois, bienvenue pour ceux que je n'ai pas encore salués, qui viennent d'entrer dans la salle. Donc vous êtes présents pour ce 4e webinaire Food Hotel Tech qui est sur la thématique de l'e-réputation en cette période particulière de crise. On a aujourd'hui 2 super speakers. Le premier, on va commencer par un homme. Pour faire les choses, on est sur l'égalité homme-femme, on ne va pas jouer la galanterie, on va commencer par Sébastien. Sébastien, tu vas te présenter dans un tout petit instant. Donc, tu es directeur commercial du groupe hôtelier lillois SLIH. Et Ingrid, tu es Marketing Strategy Manager pour Avis Vérifié, qui est une société spécialisée dans l'e-réputation. Et alors, moi, je représente l'équipe Food Hotel Tech. Donc, comme je viens de vous dire, ce webinaire, c'est un webinaire Food Hotel Tech. Food Hotel Tech, c'est quoi? C'est un salon dédié au digital et aux outils technologiques pour les hôteliers et les restaurateurs. Il a été fondé en 2017 par Karine Sarfati. Et donc, l'idée de ces webinaires, c'est qu'on est comme vous, les hôteliers et les restaurateurs, impactés par la crise. Et donc, les événements n'ont pas lieu. Donc, on repousse. Notre prochain événement a lieu en octobre à Nice, puis en novembre à Paris. Et l'idée, c'est qu'on s'est dit, on veut continuer quand même à garder le lien avec vous, les hôteliers, les restaurateurs et autres, pendant cette crise et pendant ces fermetures et pendant cette activité dégradée. Donc, on a lancé les webinaires Food Hotel Tech, dont l'objectif est de vous donner des conseils concrets, de la même que chaque newsletter aussi mensuel existe pour vous donner des astuces, des conseils et avoir à la fois des témoignages de professionnels comme vous, hôteliers, restaurateurs, et des témoignages d'experts, de solutions et d'outils technologiques. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sébastien Restagno, qui donc est notre hôtelier témoin pour le groupe SLIH. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur toi et sur la société? Bonjour à tous, moi je suis Sébastien Restagno, j'ai 45 ans. J'ai un parcours double de directeur d'hôtel et de directeur commercial dans l'hôtellerie de chaîne et de l'hôtellerie indépendante. Actuellement, je suis le directeur du développement commercial donc du groupe hôtelier SLIH qui est basé dans le nord de la France. On a 7 établissements, on en a 4 sous enseigne internationale et 3 hôtels indépendants sous aucune enseigne. Donc, j'ai appris à commercialiser et à gérer des hôtels, je dirais, indépendants avec tous les outils que ça nécessite de mettre en place. J'encadre directement une équipe de 5 collaborateurs, puisque moi et mes équipes, on est là pour assurer un service support
aux hôtels. Et dans les hôtels, il y a environ une dizaine de commerciaux externes et internes. Voilà. Très bien. Sébastien, tes hôtels sont sur quel type de gamme d'hôtellerie? On a les hôtels du 3 au 5 étoiles basés à Lille, Rouen et Le Touquet sur la côte d'Opale. Donc, non seulement tu as des hôtels de différents niveaux de gamme, mais également à plusieurs endroits et à la fois chaîne et indépendant. Donc, ce Exactement, chaîne témoignage est vraiment indépendant. un double regard. Hein. Sur le marché loisir et le marché affaires. Hein. L'hôtel sur la côte d'Opale, c'est un marché très, très loisir. Très bien. Merci Sébastien, et puis merci d'être présent aujourd'hui, c'est super pour nous. Et donc Ingrid, est-ce que tu peux nous te présenter et présenter Avis Vérifié en quelques mots aussi? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis Ingrid. Je travaille chez Avis Vérifié depuis bientôt 2 ans. Avis Vérifié en quelques mots, c'est une solution SaaS de management de la vie client. Donc, qui vous permet de collecter, gérer, diffuser et analyser vos avis clients en post-achat. Donc, la solution, elle a été créée en 2012 à Marseille. Donc, on a notre siège social à Marseille. On a aussi des bureaux à Paris. On est présent un petit peu partout dans le monde aussi. On a des bureaux en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis et au Brésil. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 6000 clients internationaux avec qui on a collecté 300 millions d'avis. Enfin, plus de 300 millions d'avis. Et voilà, donc on a réalisé une levée de fonds en fin 2019 de 32 millions d'euros pour justement continuer notre développement à l'international, améliorer nos solutions. Et notre proposition de valeur, c'est d'optimiser vos performances commerciales via vos avis clients. Super, merci Ingrid. Du coup, on va pouvoir attaquer le fond maintenant que tout le monde s'est présenté. Donc concrètement, on est face à cette crise sanitaire qui a poussé un certain nombre d'hôtels à fermer complètement. D'autres fonctionnent en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnel disponible ou il y a des services qui ne sont pas du tout au même niveau que ce qu'ils sont habituellement. Donc tout ça, ça a un impact sur l'e-réputation. Alors, l'e-réputation, on y reviendra un petit peu tout à l'heure sur les bases, sur les fondamentaux, mais concrètement, aujourd'hui, vous faites face à des clients qui sont soit inquiets des conditions sanitaires que vous allez apporter, soit ils en ont ras-le-bol d'entendre parler Covid, et donc la problématique, c'est de pouvoir continuer à faire rêver et tout en les rassurant. Et les avis clients vont venir jouer un rôle dans cette stratégie de communication, mais aussi de commercialisation. Et c'est aussi un point où vous allez pouvoir rétablir la vérité, vendre un peu plus. Enfin voilà, c'est un outil clé même en ce moment. Il faut savoir que 80% des voyageurs ont une propension à vérifier d'abord les avis avant de réserver leur séjour. Donc, c'est un indispensable, même si aujourd'hui, ça paraît encore pour beaucoup d'établissements une contrainte. Donc, on a identifié plusieurs angles pour ce webinaire. Le premier, c'est qu'en fait, il y a un impact de l'e-réputation sur le revenu management, en fait. Et inversement, en fait, le revenu management intègre pleinement l'e-réputation. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un impact sur les prix et inversement. Hein, donc, aujourd'hui, gagner des points de réputation, ça avait historiquement un impact bénéfique sur les prix. Là, la Covid, elle a un petit peu tout bouleversé et on ne sait pas trop si c'est un impact positif ou négatif. Mais en tout cas, il y a un impact sur le revenu management. Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ton regard sur ce que l'e-réputation a à voir avec le revenu management dans tes établissements notamment? Alors moi, je ne t'entends pas. Pardon. On a pris la décision de gérer la e-réputation en direct avec les hôtels, mais la situation actuelle a un vrai impact sur nos revenus. On voit bien que soit on laisse des prix élevés, donc en termes de revenu management, et ça a un impact qui est un peu négatif sur notre e-réputation, mais c'est un choix qui est pleinement assumé par nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est on laisse des prix qui sont élevés malgré la situation et ça dégrade légèrement notre e-réputation. Ou à l'inverse, parfois, on accepte que nos prix n'augmentent pas forcément de façon trop importante pour avoir un meilleur rapport qualité-prix et que notre e-réputation augmente. On voit clairement dans les statistiques que nous envoient les grandes chaînes qu'il y a un vrai parallèle
entre la e-réputation et le RevPAR de nos hôtels. Hein. Meilleure est notre e-réputation, mieux est notre RevPAR sur une tendance à moyen terme. Mais alors, tu viens d'expliquer qu'en ce moment, et c'est un choix assumé de votre part, vous avez choisi plutôt de privilégier une stabilité au niveau des tarifs, malgré certaines fermetures de services, on en parlera après. Mais concrètement, là, ce que tu viens de dire, que les chaînes vous rappellent constamment qu'il y a un impact positif de l'e-réputation sur le RevPAR, est-ce qu'en ce moment c'est le cas logiquement, vu que tu dis qu'il y a une dégradation, comment ça se passe? Du coup, il y a un décalage entre les prix et l'e-réputation que tu as en ce moment. Comment tu gères? Bon, la réputation, c'est quelque chose qu'on gère à long terme. Hein. Il ne faut pas le prendre au coup par coup, tous les matins. C'est trop émotionnel de gérer la réputation comme ça. Donc, sur le moyen terme, on voit tous les outils de e-réputation, Booking.com, TripAdvisor, lissent nos notes sur les 12 ou les 24 derniers mois, ce qui permet d'amortir la situation. Mais on voit bien qu'à court terme, là, en ce moment, on dégrade à court terme notre e-réputation. On voit bien que nos notes sont inférieures à nos moyennes habituelles, mais c'est un choix revendiqué en interne parce qu'on a aussi besoin de continuer à gagner notre vie. Donc, on va dire que ton premier conseil, en fait, en tout cas, ton premier retour d'expérience, c'est d'assumer sa stratégie, de ne pas dégrader son produit parce qu'on ne doit pas réfléchir à une stratégie d'e-réputation Covid, mais qu'on reste sur une stratégie d'e-réputation de long terme. C'est un chemin, et peut-être Ingrid, tu pourras compléter aussi sur ce point-là, sur le fait qu'on n'est pas sur une stratégie de court terme liée uniquement à la Covid, même si les réponses doivent être adaptées en ce moment, mais on réfléchit sur une note moyenne sur cette stratégie de long terme. Tu confirmes? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas gérer la réputation à l'affect et dans l'instantanéité, que la stratégie de e-réputation, c'est une course de fond, c'est un marathon à répondre, on le verra plus tard, mais c'est un marathon de fond, c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on doit voir à long terme. Donc, si en ce moment, là, on parle, déjà, on a peu d'activité, donc le nombre de commentaires a fortement chuté. On a quelques commentaires qui sont moins bons que d'habitude. Je l'accepte parce que je suis en conscience dans mon rapport qualité-prix. Je comprends que je dégrade légèrement mon rapport qualité-prix, ce qui entraîne à court terme une baisse de ma note. Mais ça, c'est une stratégie assumée et réfléchie. Et je sais très bien que quand le business va reprendre, on va remettre un rapport qualité et que les contraintes sanitaires vont se lever. On va reavoir un rapport qualité-prix qui sera plus en adéquation et on pourra retravailler de façon plus efficace notre e-réputation. D'accord. Ingrid, est-ce que tu confirmes auprès de vos clients, notamment par exemple, est-ce qu'il y a ce même retour d'expérience? C'est quelque chose que tu conseilles toi aussi de maintenir les niveaux de prix ou... Alors, je pense que le sujet de l'impact de l'e-réputation sur les prix, la question, elle peut se poser aussi autrement, c'est que quel que soit de toute façon le prix, que ce soit d'une prestation hôtelière ou d'autre chose, d'un autre type de produit, mais que ce soit de l'entrée, du moyen ou du haut de gamme, les consommateurs aujourd'hui, ils sont vraiment en attente d'une preuve sociale et plus de discours marketing et de promesses marketing. Ils sont vraiment aujourd'hui dans la quête de transparence de la part des hôteliers, des restaurateurs, et ça a été accéléré par la crise. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant le Covid, mais ça a été accentué par la crise. Et donc, on sait que, nous, on l'a analysé, les consommateurs sont plus méfiants à l'égard des discours de marque. Ils ont beaucoup plus confiance en ce que disent leurs pairs plutôt qu'au discours de marque, au discours marketing. Ça, on va en parler juste après, oui. Voilà. Et du coup, voilà, avoir son e-réputation soignée et maîtrisée, ça prend du temps, comme disait Sébastien. C'est pas quelque chose. Voilà, la crise du Covid, on sait que c'est temporaire, on sait que voilà, les hôteliers, les restaurateurs, ils en souffrent en ce moment, mais c'est quelque chose de temporaire. Et avoir une e-réputation qui est soignée, c'est quelque chose qui prend du temps, qui se construit sur le long terme. Mais la finalité, c'est que ça crédibilise votre offre proposée, quelle que soit la gamme de prix. Ok, donc on parie sur le fait aussi qu'en ce moment, après on va conclure sur ça, cette première partie, mais qu'en ce moment, donc on risque d'avoir une petite dégradation de l'e-réputation, mais que si l'e-réputation qu'on avait construite précédemment avant la Covid était bonne, ça ne devrait pas avoir un impact trop important sur la note moyenne normalement.
Ok, alors juste une précision parce qu'on a déjà quelques questions qui arrivent. Je voudrais vous dire, n'hésitez pas à poser des questions en discussion ou dans l'outil questions-réponses et on les prendra en fin de webinaire. Mais n'hésitez pas au fur et à mesure des interventions à poser vos questions, on les prendra avec plaisir à la fin. Du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Ingrid, puisque notre prochain angle d'attaque, c'est justement cette partie, les outils comme les avis comme outils de réassurance. Et notamment en ce moment, en fait, on a des clients et Sébastien, tu vas me corriger si je dis une bêtise, mais les clients arrivent à l'hôtel en ayant vu sur les sites internet et sur tous les sites de réservation le fait qu'il y a un protocole sanitaire, qu'il y a des services fermés, etc. Mais ils arrivent, et comme je vous le disais en préambule, l'idée d'un voyageur, c'est d'avoir envie d'oublier le Covid aussi. Et donc, certains arrivent en se disant moi, j'arrive, je vais à l'hôtel, je vais vivre mon expérience comme avant à l'hôtel. Et donc, il y a un facteur déception qui peut être important. Et donc, l'avis vient aussi là comme outil de réassurance, comme outil de rappel des faits. À la fois du côté consommateur, parce que les clients vont dire aux autres, les voyageurs vont dire aux autres, attention, je suis arrivé, la piscine a été fermée, ou je suis arrivé, il n'y avait pas de restaurant, j'ai dû me faire servir en room service, il n'y avait pas de belles assiettes, etc. Alors que ces infos-là, ils les avaient déjà reçues en fait en direct de l'hôtel, ou pas, hein. Dans ce cas-là, ça c'est un problème de communication, mais c'est rappelé dans les avis, dans les témoignages de voyageurs, et vous êtes là aussi pour vous servir de ces avis, pour répondre et redonner cette voix officielle sur les avis en rappelant, oui, en effet, on propose tel ou tel service, c'est la période de la crise sanitaire. Donc, l'avis est un endroit où on rappelle le moment, où on est transparent et où on rappelle ce qui se passe en ce moment. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce que tu fais des avis en ce moment, comment tu t'en Bien sers? sûr. Je me permets de rappeler juste un principe de base, hein, qui est que la réponse que l'on fait à son client, c'est plus une réponse qu'on fait à tous les autres voyageurs qui vont venir, hein, plutôt qu'à lui, parce que lui, c'est terminé. Il est parti, il a mis son commentaire, peut-être qu'il dira la réponse que je lui ferai, mais l'important, c'est l'information que l'on donne aux futurs voyageurs. Sébastien, je me permets de t'interrompre, justement, je complète. En effet, c'est aux voyageurs qu'on parle, à toute la communauté qu'on parle, mais du coup, c'est aussi ça qui nous permet énormément d'arriver à prendre du recul par rapport à l'avis et de se dire, c'est pas, et quand on est vexé d'un avis ou qu'on le prend trop à cœur, qu'il y a, comme tu disais au début, trop d'émotions, le fait de se dire, c'est pas à lui que je réponds, même si on lui répond à lui, c'est un outil de considération, mais je réponds à toute la communauté et donc à de futurs clients possibles, ça permet aussi de prendre du recul et d'éviter ce facteur émotion, de se dire c'est pas à lui que je réponds, c'est aux autres. Je te laisse continuer, Sébastien. Oui. Et donc, on voit bien que ça permet, quand on répond aux avis clients, de redonner une information. En ce moment, on a des problématiques de piscine ouverte, piscine fermée. On envoie les informations à l'ensemble de nos clients et régulièrement, nos clients, ils veulent pas croire à ce qu'on leur a envoyé et ils nous reprochent parfois que nos piscines soient ouvertes ou que nos piscines soient fermées ou qu'il y avait un contingent maximal. Et le fait de l'écrire dans les réponses aux avis clients, c'est un outil marketing pour rappeler une information qu'on leur a donnée au moment de la réservation, qu'on leur a redonnée sur place, et on la redonne aussi. C'est un autre vecteur de communication. Oui, de toute façon, Ingrid, tu vas me confirmer ou pas, mais encore plus en cette période de Covid où il y a des annonces gouvernementales qui changent tous les 3 jours par moment. Sébastien, tu l'as vécu. Du coup, l'endroit où il y a de l'information en temps réel, c'est finalement bien sur les avis, puisque le moment où le client est en train de chercher son voyage, il regarde les avis. Donc, c'est le moment où il y a l'info qui est à jour aussi, hein, en plus des mails qu'il reçoit. Tu confirmes que les avis là-dessus jouent un rôle important? Oui, tout à fait. Les avis, c'est purement informatif pour le consommateur. Donc là, plus qu'avant, depuis le Covid, ils sont encore plus à la recherche d'être rassurés, ils sont à la recherche d'informations. Donc, ils vont chercher à la fois l'information sur le site Internet, sur les fiches produits, mais également sur la partie avis, si elle est affichée sur le site. Et en fait, nous, on a constaté que depuis le début de la crise Covid, il y a eu une augmentation de la consultation des avis de 45%. Donc ça, c'est vraiment tout secteur confondu, mais ça met quand même en avant une tendance globale qui montre l'importance de plus en plus grande accordée aux avis par les consommateurs. Du coup, là, en effet, là où c'est encore plus important, on conseille toujours de répondre aux avis,
Mais là, en ce moment, c'est d'autant plus important qu'en préparant ce webinaire avec les équipes d'Hôtel Tech, on s'est dit, mais en ce moment, les voyageurs, ils sont plus bienveillants. Ils arrivent, ils sont un peu plus tolérants avec les hôtels. Ils savent que ils arrivent, ils savent que le produit est dégradé. Ils sont plus bienveillants. Sébastien nous a confirmé que non. Ingrid nous a confirmé que non. Les voyageurs qui consomment, comme on disait, ils arrivent avec un décalage de perception. Ils n'ont pas envie de savoir. Encore plus que d'habitude, ils font l'autruche. Donc, ils ne sont pas bienveillants. Par contre, l'importance de répondre est encore plus importante parce que c'est là où vous allez bénéficier, par contre, de la bienveillance de ceux qui vont lire votre réponse, qui, eux, sont pas encore dans ce temps où ils arrivent et ils veulent faire l'autruche, ils sont en train de préparer, donc ils sont plus bienveillants. Donc, votre réponse, plus que jamais, elle est essentielle à ce moment-là. Donc, pour cette première partie qui concerne l'avis comme outil de réassurance, j'espère que vous avez bien entendu. N'hésitez pas pour poser des questions sur cette partie-là. Je vais juste interrompre pour un tout petit instant le webinaire, le temps de faire passer un petit sondage. On a besoin de votre retour en fait pour progresser dans ce qu'on vous propose en temps réel. Et donc, je vais vous mettre juste un petit sondage pour savoir ce qui vous serait utile pour les prochaines newsletters qu'on vous envoie en fait chaque mois. Donc l'idée, on vous a fait des propositions. Si vous avez d'autres idées qui vous seraient utiles en termes de conseils, vous nous faites un petit retour dans le chat, pareil, et on s'en servira pour vous donner des conseils concrets. Je le laisse tourner à peine une petite minute parce qu'on ne veut pas perdre trop de temps sur le webinaire, mais voilà, je vous laisse regarder. Sébastien, tu peux répondre aussi, bien sûr. Et après, je vous partage les résultats. Alors, ce que je ne vous ai pas demandé en préambule, parce que je vous ai tous demandé si vous étiez hôtelier ou autre, pour les hôteliers, est-ce que vous pourrez nous préciser dans la discussion si vous êtes indépendant ou hôtel de groupe, hôtel de chaîne ou de mouvement? Parce que je vois qu'on a beaucoup de retours sur les systèmes de fidélisation client. Et donc, je m'interroge sur, je vois hôtel indépendant, puisque les systèmes de fidélisation, les chaînes sont déjà équipés, donc normalement, donc je veux bien un retour. Et community management, ok. Bon, je mets fin au sondage, hop, et je vous partage les résultats, si ça peut vous éclairer, hop. Voilà, donc on va reprendre sur notre suite de webinaires. Donc la suite est consacrée à, en fait, on aurait peut-être pu commencer par là, mais on voulait vraiment attaquer direct sur la Covid. Donc en fait, ce moment-là où vous êtes en mode dégradé, où vos directeurs sont en télétravail, ou alors vous avez moins de clients, comme le disait Sébastien, on en a parlé juste avant, il y a quand même encore plus avec ce nouveau confinement, une énorme chute d'activité. Donc c'est le moment de poser les bases quand même et donc de construire une stratégie de réputation. Donc, on ne va pas tout vous refaire, on n'a pas le temps sur ce webinaire pour faire une stratégie complète. Mais là, on vous a mis des petites astuces sur le slide et je voudrais qu'on appuie notamment sur la partie formation et accompagnement des équipes. Et là, c'est Sébastien qui va nous faire un petit retour d'expérience puisque avec ton côté à la fois hôtel indépendant et hôtel de chaîne, tu as choisi une stratégie de formation en interne quand même. Est-ce que tu peux nous en parler, Sébastien ? Bien sûr, nous, on a choisi, moi, mon rôle, c'est d'apporter du support aux hôtels et de les aider à s'améliorer tous les uns aux autres. J'essaye de ne pas pallier à leur boulot. On met en place une fois par an une formation d'une matinée sur comment répondre aux avis clients. On réunit les directeurs, les commerciaux, qui veut, pour une formation d'une demi-journée où on reprend les grandes lignes de nos objectifs en interne, qui est de répondre à 100% des avis négatifs, à 30% des avis positifs. Il faudrait faire sans doute plus, mais on essaye de faire au mieux, mais 100% des avis négatifs, et en donnant des exemples de comment répondre. Il faut imaginer quand même que les avis clients, c'est un formidable outil de management de son établissement. Grâce aux avis clients, on arrive parfaitement à comprendre ce qui se passe. Moi, je donne toujours cet exemple. Un directeur d'hôtel, il n'est pas là 24 heures sur 24, mais en lisant les avis clients, il peut se rendre compte de ce qui se passe dans sa boutique, si tel ou tel service est plus en difficulté que d'autres. Donc, on met en place des formations une fois par an où on reprend différents avis clients et différentes
réponses qui ont été apportées et on essaye de travailler sur comment on répond à ces avis ou comment on apporte la meilleure réponse à nos clients. Il y a des éléments parfois dans nos hôtels qui sont toujours bloquants. Telle chambre, la chambre 108, elle a un défaut. Euh, le problème sera toujours le même. Le but du jeu, c'est d'essayer de réfléchir collectivement comment on peut répondre à la problématique du client. Et souvent, en réfléchissant à comment on va répondre à ce client, on arrive parfois à trouver des solutions opérationnelles, marketing, pour faire en sorte que cette chambre qui a toujours un problème, qui nous génère beaucoup de mauvaise réputation, on transforme ce problème en un problème qui est neutre. Voilà. Voilà comment on fait. Donc il y a ce point-là, et il y a également un point où une fois par mois, on reprend collectivement l'ensemble des avis. Alors nous, à la SLIH, on a choisi un autre outil de gestion des avis clients, désolé Ingrid, qui nous permet de centraliser l'ensemble de notre réputation, la réputation de marque, la réputation sur les différents sites OTA, TripAdvisor, Booking, Expedia, Google, etc. Et qui nous permet de voir quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent et collectivement, une fois par mois, d'essayer d'apporter des réponses pour le futur, pour essayer de donner un cadre à l'ensemble des réponses qu'on va faire. Donc, ce n'est pas une réponse formatée, c'est une réponse qui est après personnalisée, mais tu résous la problématique en donnant des éléments de langage, en fait. Exactement, parce que on a pris la décision en interne que ce ne soit pas une gestion centralisée des avis clients, justement, comme le dit Vanessa, à cause de ça. C'est qu'on souhaite répondre le plus précisément possible à nos clients. Et pour leur répondre précisément, il faut savoir ce qui s'est passé. Et c'est pas moi avec mes gars en centrale, loin de l'exploitation, qui avons le pouvoir de répondre. Moi, je peux répondre des choses très, très classiques, très, très usuelles. Je m'excuse, ça ne se reproduira pas, je passe l'information. Mais je ne suis pas certain que ce soit ça qu'attendent nos clients. Nos clients, ils attendent qu'on s'excuse, hein, évidemment. Mais après, les autres, ils veulent voir qu'on a vraiment pris le problème en compte. Et de réfléchir en local, de les aider à réfléchir en local au type de réponse avec des éléments de langage, je pense que ça donne une meilleure personnalisation à la réponse et à l'information qu'on va donner. Est-ce que tu peux nous donner, Sébastien, on a discuté, mais tu avais des chiffres toi, pour dire, en gros, en temps normal, hors Covid, tu as 7 à 8 avis par jour par hôtel. Et combien te prend le temps pour préparer une réponse à avis? Et donc, parce que toi, tu veux garder ça en interne, on l'a bien compris, pour des raisons de personnalisation et de mener une enquête et de t'en servir surtout, si j'ai bien entendu, si on a bien compris, tu veux te servir de tes avis à la fois comme outil de management, comme outil de gestion de l'établissement, etc. Combien de temps ça te prend de faire ça? En moyenne, c'est 10 à 15 minutes pour répondre à un avis. Hein, parce que vraiment, l'objectif n'est pas de répondre pour répondre. Quand un client se plaint d'un problème de petit déjeuner, ça arrive. L'idée, c'est pas de lui dire ben, je suis navré, je suis désolé, ce sera mieux la prochaine fois. L'idée, c'est de essayer de comprendre quel était le problème du petit déjeuner et de remettre en face quelles offres petit déjeuner je donne à nos clients, soit en relistant le nombre de viennoiseries, soit en relistant l'intégralité de tout ce que j'offre. Voilà, parce qu'on a des clients qui sont parfois un peu irrationnels et qui disent le choix au petit déjeuner n'était pas assez grand. Quand on se replonge dedans, on reliste l'ensemble des éléments qu'on donne pour le petit déjeuner, ça permet aussi d'apporter une réponse aux futurs clients qui voient que la liste est suffisamment grande. Ok, donc tu rétablis une vérité, comme on disait tout à l'heure. Ingrid, Oui. est-ce que tu as des petits conseils pratiques comme ça pour gérer les avis, notamment te servir d'avis négatifs pour remettre les choses dans le contexte? Tout à fait, oui. On a des petits conseils. Alors, on sait que gérer ses avis, les lire et y répondre, ça prend du temps.
Après, voilà, chaque hôtelier ou restaurateur n'a pas les mêmes ressources et le même temps à consacrer à la modération des avis, à la gestion des avis. Mais moi, si j'ai un petit conseil à donner, c'est de ne jamais ignorer les avis mitigés ou négatifs, même s'ils peuvent faire peur. Bien, au contraire, il faut vraiment les utiliser pour les analyser, pour comprendre, comme disait Sébastien, comprendre ce qui s'est passé et rectifier le tir pour les prochaines fois. Et il faut surtout y répondre parce que ça peut même, on peut aller plus loin et dire que ça peut être un levier vraiment de réachat et de fidélisation. Parce qu'aujourd'hui, il faut gérer l'insatisfaction client comme une vraie priorité. Et donc, le fait d'apporter une réponse personnalisée, de montrer au client qu'on prend en compte son avis et qu'on cherche vraiment à résoudre son problème, c'est quelque chose qui va jouer dans la balance sur un possible réachat ou alors l'insatisfaction sera moindre et il aura peut-être tendance la personne insatisfaite aura peut-être tendance à moins parler, à moins partager sur son mécontentement puisqu'on lui a répondu, on lui a apporté une réponse. Donc, parfois, nous, chez Avis Vérifié, on a des clients qui vont proposer soit des gestes commerciaux, mais sans aller jusque-là, si on ne propose pas un geste commercial, juste le fait de prendre le temps de parler au client, de lui donner une explication construite et de lui montrer un intérêt, mais souvent, ça peut suffire à rendre le client un petit peu plus indulgent vis-à-vis de son insatisfaction. Est-ce que de proposer un geste commercial sur une réponse à avis négatif, c'est pas mettre le doigt dans l'engrenage et risquer de se retrouver avec d'autres avis négatifs pour avoir des gestes commerciaux? Tout dépend justement, voilà, c'est très rare, c'est pas forcément la généralité de proposer des gestes commerciaux, mais si vraiment il y a eu une insatisfaction. Il faut peut-être nous demander de prendre contact directement avec la direction. Voilà. Alors justement, parfois c'est carrément le service après-vente qui va directement prendre contact avec la personne. Donc, qui va le rappeler pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et selon le motif d'insatisfaction, on va pouvoir proposer peut-être… voilà, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais ce n'est pas du tout dans le secteur du tourisme, c'est plus dans le secteur de l'habillement. Mais on a un client qui propose, quand il y a eu une insatisfaction en boutique pour un magasin de vêtements, voilà, il y avait une indisponibilité de la part des vendeurs, ils étaient trop occupés et la personne se plaint de ne pas avoir pu recevoir les conseils qu'elle souhaitait. On va lui proposer un coaching de 30 minutes en magasin personnalisé. Voilà, c'est plus des gestes commerciaux sous cette forme-là pour c'est dire… de la relation client finalement. C'est de la relation client poussée. Voilà, je parle de gestes commerciaux, mais c'est plus une attention particulière qui va être apportée. On pourrait transposer dans l'hôtellerie en proposant que le directeur accueille personnellement ces clients-là lors de leur prochaine visite. C'est une manière de dire on a pris en considération, Sébastien, je te vois hocher ta tête, j'imagine que tu l'as déjà fait sous cet angle-là. Oui, et surtout dans les avis clients qui sont en direct, hein, comme sur Twitter par exemple, ça permet aussi d'éteindre très rapidement un feu. Moi, sur les avis clients qui sont figés, j'utilise pas cette technique de dire qu'il faut me contacter en privé. Mais clairement, si le client a une possibilité de répondre, on le voit bien, hein, les opérateurs téléphoniques, ils passent leur temps à faire ça. Dès qu'un client sur Twitter, où ça peut monter en spaghetti le bruit, tout de suite, ils éteignent le feu en disant hop, contactez-moi en message privé, et je vous apporterai une réponse plus adéquate à votre problème. Oui, parce que c'est un angle qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder, c'est pour ça qu'on ne l'a pas pris. Mais on a parlé beaucoup d'avis clients depuis le début, mais autant sur des outils comme TripAdvisor, Booking, etc., l'hôtel a le dernier mot. Donc, vous rétablissez votre vérité et c'est fini. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un ping-pong incessant. Et effectivement, si on n'arrive pas à conclure à un moment, ça peut vite monter en épingle. Bravo Sébastien d'avoir souligné. C'est beaucoup plus complexe. Là, on est plus sur du community management que sur de la réputation. On rentre dans des jeux de communication plus complexes. Juste, je voudrais évoquer un petit sujet, c'est la suppression possible des avis. Sébastien, il me semble que tu nous as dit que tu jouais pas, quand tu ne demandais pas la suppression des avis, tu préférais répondre à un avis négatif qu'en demander la suppression. Moi, je ne demande jamais la suppression d'un avis. Clairement, soit on a fait une erreur et on doit l'assumer parce qu'on fait un métier d'humain avec des humains pour des humains, soit le client nous calomnie et ça arrive finalement pas tant que ça en fait, hein.
je comprends que celui qui se fait calomnier a l'impression que ça lui arrive tout le temps, mais moi qui ne suis pas un opérato, qui suis plus en retrait, qui, je le dis clairement, hein, qui voit ça le lundi matin tranquillement autour d'un café, quand je reviens à mon bureau, ça ne nous arrive pas souvent de nous faire calomnier. Et si jamais le client nous calomnie, le mieux c'est de démonter tranquillement sa réponse. Et n'oublions pas que hôtelier et restaurateur, on fait un métier où on est en contact avec nos clients. Et donc, nos clients, ils ont quand même cette capacité à nous parler. Moi, j'ai été directeur d'hôtel. C'est me semble-t-il, une des rares professions où on peut vite dire appelez-moi le directeur. Quand vous allez dans des plus grandes boîtes, si vous avez un problème avec votre assurance santé, là, vous êtes face à une espèce de mur. Mais nous, on est là, on est physiquement là. Et clairement, quand nos clients ont des problèmes, s'ils ont trouvé que c'était pas bon au restaurant, moi, je conseille toujours, et officiellement dans ma e-réputation, à dire que je m'étonne que ça ait été si mauvais et que nos clients ne nous aient rien dit. Parce que le client a quand même ce pouvoir dans la e-réputation, c'est que quand il est sur place, il a cette capacité à nous parler. Et moi, dans mes réponses de e-réputation, j'encourage, quand j'ai l'impression que mon client il exagère un petit peu, quand je dis exagérer, c'est dans nos métiers, il y a 80% des problèmes qui auraient pu se régler en un quart de seconde si le client nous l'avait dit. Et c'est pour ça que c'est facile quand on est rentré derrière son ordinateur de mettre un petit taquet via la réputation. Et donc, dans mes réponses, souvent, je rappelle que nos hôtels sont humanisés 24 heures sur 24 et que ce problème aurait pu être réglé, vu que ça avait l'air si important, que ce problème aurait pu être réglé en une seule seconde. Alors, du coup, Sébastien, en fait, je vais rebondir à ce que tu viens de dire en posant une question qui a été posée par l'audience. Toi, tu ne sollicites pas d'avis. Tu nous as expliqué en préparant ce webinaire que tu ne souhaitais pas solliciter des avis. Bon, déjà, tes groupes de chaîne le font puisque avec les programmes de fidélisation, les groupes hôteliers envoient des sollicitations. Mais ça se fait, notamment Ingrid, c'est un service que tu proposes. Et l'une des questions qui est demandez-vous l'avis des clients durant leur séjour ou attendez-vous la fin du séjour de vos clients? Alors, pourquoi je pose ça à ce moment-là? C'est que tu es en train de dire que pendant le séjour, il y a des choses qui pourraient être réglées et certains hôtels demandent un premier avis pendant le séjour avec juste un système de smiley ou tu vas nous en parler. Ça pourrait être ton moyen d'avoir l'info du mécontentement pendant le séjour. D'avoir cette sollicitation. Toi, tu le fais de manière humaine, avec la réception. Oui. Bah, déjà, nos partenaires, Expedia, le fait de lui-même. Il propose, on a des alertes si le client, on a des alertes, hein, puisque Expedia envoie un mail à ses clients en leur disant, tac, vous êtes dans l'hôtel, est-ce que votre séjour se passe bien? Donc, on a des alertes via ce type de plateforme. On peut mettre en place un appel téléphonique. C'est toujours parfaitement bien accepté de la part de nos clients qui, pendant leur séjour, reçoivent un appel et on peut leur poser la question directement, est-ce que tout se passe bien pendant votre séjour? Mais tout à l'heure, tu parlais de solliciter l'avis client. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose qui me semble très important pour la e-réputation. Au moment du départ avec son client, il faut être extrêmement clair avec lui. Hein. Lui dire, monsieur, est-ce que votre séjour s'est bien passé? Si la réponse est oui, il faut lui dire, monsieur, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction parce qu'aujourd'hui, ils en ont tous via la plateforme OTA, voilà. Et là, à ce moment-là, on peut le solliciter à nous laisser un avis. Hein. À la fin du repas, moi, je parle toujours au restaurant, avant de monter des usines à gaz de comment avoir plus d'avis. Les restaurateurs reçoivent des centaines de clients par semaine. Si à chaque fois qu'à la fin du repas, il le pose systématiquement cette question, monsieur, votre repas s'est bien passé? Si à la réponse oui, ils ajoutaient juste, alors n'hésitez pas à nous mettre la note de 10 sur 10 sur TripAdvisor, ça me ferait très plaisir. C'est une méthode qui est quand même assez simple, économiquement parfaitement viable pour voir sa note TripAdvisor grimper. C'est valable pour un hôtel, c'est valable pour un restaurant. Et je donne toujours cet exemple qui n'a rien à voir avec notre métier. Lorsque je me suis fait livrer mon dernier frigo par Darty, c'est 2 personnes qui sont venues, qui ne parlaient pas très bien notre langue. Je peux vous assurer qu'une fois que le frigo a été installé, ils m'ont dit, vous étiez content, monsieur? J'ai dit, bah oui, super, ça s'est super bien passé. Et là, ils me l'ont dit clairement, monsieur, vous allez recevoir un SMS
il faudrait que vous mettiez la note de 5 sur 5, ça nous ferait très plaisir. Au moins, les choses sont claires. Alors, Voilà. du coup, faut ajouter un angle RH sur cette problématique-là, c'est qu'il y a de plus en plus d'établissements, et je ne sais pas si les restos le font, mais les hôtels le font de plus en plus, incentivent le personnel à la e-réputation. Donc, demander de l'avis, comme tu viens de le décrire, c'est aussi un moyen de se dire, moi, à la fin du mois, je vais avoir ma petite récompense parce que j'ai fait monter la note, quoi. Ingrid, tu peux nous faire un petit retour sur la partie sollicitation des avis alors, avant d'attaquer, c'est vrai qu'on a débordé, hein, on va après passer aux questions, mais Sébastien, il fait le choix de ne pas solliciter de l'avis, déjà parce qu'il a une réputation, tu me corriges Sébastien, mais qui est plutôt bonne sur ses établissements, et aussi parce qu'il veut pouvoir gérer les réponses. Comme il l'a dit, il répond à 100% des avis négatifs et humains, il le fait de manière artisanale, et il répond aussi à des avis positifs. Donc il ne veut pas rentrer dans l'usine à gaz, parce qu'il n'a pas les moyens humains de le faire. Donc c'est un choix qui est raisonnable. Pour autant, il y a plein d'établissements qui ont une note plutôt moyenne, qui peuvent faire grimper leur note en sollicitant plus d'avis, faire en sorte d'avoir plus d'avis positifs, et qui font le choix aussi de sous-traiter la réponse. Tu peux nous expliquer, Ingrid, comment ça fonctionne, la sollicitation à avis notamment? Alors, oui, je vais parler plus pour le process avis vérifié plutôt. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse nos clients à solliciter leurs clients par email ou par SMS. Donc, après, ils ont le choix de personnaliser cette sollicitation à J+5, J+7, J+15 selon le besoin. Et de personnaliser leur email avec la personnalisation des questions, donc avec des critères de qualité différents selon les hôteliers ou les restaurateurs. Donc nous, pourquoi on pense que vraiment il faut pousser à la sollicitation, notamment des clients insatisfaits, parce que ça donne une opportunité de réponse à l'hôtelier, au restaurateur. Parce que quand on ne donne pas la possibilité à des clients insatisfaits de s'exprimer, ça les incite indirectement à s'exprimer sur des plateformes libres, donc comme par exemple TripAdvisor, où là, on perd un petit peu le contrôle de son réputation. On n'a pas forcément le contrôle, on ne fait pas appel à un tiers de confiance. Et ça peut générer, on a eu des exemples de bad buzz sur TripAdvisor qui prenaient des proportions énormes. Parce que c'était des personnes qui n'avaient pas forcément juste séjourné à l'hôtel ou mangé dans tel restaurant qui se permettaient. On le retrouve aussi sur Google, hein, notamment. Ça, les Google voilà, sur Google. C'est la même chose. Et le fait de solliciter l'avis de tous ses clients, donc satisfaits et insatisfaits, par mail, ça leur permet de s'exprimer. On sait que des personnes qui sont insatisfaites d'une expérience vont avoir tendance plus naturellement à aller sur des plateformes pour exprimer leur mécontentement, alors que des clients qui sont satisfaits vont pas forcément y penser, vont pas forcément se dire je vais laisser un avis positif parce que l'expérience est plutôt bien passée. Donc, ça permet de rééquilibrer les choses, en fait, de solliciter et de pousser les clients à donner leur avis. Ça permet, il faut savoir que aussi, les consommateurs, ils ne sont pas dupes. Ils savent qu'une expérience, elle ne peut pas être toujours parfaite et convaincre 100% des consommateurs. Donc, avoir quelques avis négatifs, ça crédibilise aussi les avis positifs et ça apporte aussi de l'authenticité, hein, parce qu'on sait bien qu'un site, un hôtel qui a plus de 1000 avis et qui ont tous 5 sur 5, il y a quelque chose de louche. On se dit, oula, où est la transparence là-dedans? Tous les avis négatifs ont été supprimés. Donc voilà, nous, pour revenir sur la sollicitation, on pousse du coup nos clients doivent solliciter tous leurs clients tous leurs consommateurs. Ingrid, oui. La condition sine qua non quand même à aller solliciter de l'avis comme ça, c'est d'être en capacité après de gérer derrière l'afflux d'avis. Bien sûr. Et donc, soit on a une grosse équipe marketing, Sébastien, c'est pas ton cas parce que vous êtes une petite équipe avec plusieurs hôtels, mais soit on a une grosse équipe qui est dédiée qu'à ça, soit il faut sous-traiter. Dans ce cas-là, c'est quand même un surcoût, donc c'est un vrai choix de la part des d'investir là-dedans, sachant qu'on l'a dit au début, une bonne réputation a un impact sur le prix. Pour autant, il faut aussi avoir un bon produit, hein. On en revient aux bases quand même. Il faut rappeler que si vous n'avez pas un bon produit, vous n'aurez pas une bonne réputation. Ça, c'est certain. J'ai une question, Ingrid, pour toi. Tu nous as dit qu'en fait, les avis sollicités partent à tous les gens qui ont séjourné dans l'hôtel.
Oui. On nous pose la question si c'est possible de segmenter les avis et de n'avoir les avis que de la clientèle business. Le tourisme d'affaires, est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, si on a un outil de réservation qui concerne que la clientèle business, Sébastien, tu nous disais, tu as des clientèles plus business et d'autres, tu as des hôtels qui sont plus tournés à faire que. Donc, est-ce que, par exemple, on peut solliciter plus la clientèle MICE et pas le reste? On peut sélectionner, envoyer des sollicitations d'avis à une type de clientèle, à des clients qui ont fait l'achat de tel produit, par exemple. Par contre, il va falloir, pour respecter la norme MAFNOR, nous, je prends pour avis vérifié, pour respecter la norme MAFNOR, il va falloir sonder tous les clients ayant acheté ce produit. Mais est-ce que ça peut… Alors, le produit, ça va être le même pour tous s'ils consomment des chambres. Mais est-ce que ça peut être via un site de distribution en particulier? Typiquement, est-ce que si je réserve que via… Sébastien, cite-moi un site rapidement de réservation de tourisme, de business. Hotels.com. Ah oui, mais ça, il n'y a pas que de la clientèle business sur Hotels.com. HRS, si tu préfères. Mais bon, ils s'ouvrent tous. Mais je comprends la demande. C'est que, sans doute, j'y vois derrière malice et je comprends parfaitement. C'est la clientèle affaires, elle est moins exigeante que la clientèle loisir. Ils viennent pas pour les mêmes choses, ils restent moins longtemps, ils utilisent moins de services. Donc, je comprends. Comme l'a dit Ingrid, pardon Ingrid, je parle pour toi, mais vous avez une charte AFNOR. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas segmenter. Si j'achète une chambre standard, j'envoie à tous ceux qui ont pris une chambre standard le commentaire sans différenciation. C'est ça. Oui, donc il faudrait faire, en fait, pour répondre à la question, c'était Alex Philippot qui avait posé la question. Il faut le faire, en fait, de manière artisanale, comme Sébastien, en fait, en préparant ce webinaire, nous posait la question, est-ce qu'on peut solliciter, Sébastien, je ne trahis pas de secret, la question, c'était, est-ce que je peux envoyer un mail après le départ de mes clients? Si le client dit qu'il a été satisfait de son séjour, ça lui envoie une sollicitation. S'il dit qu'il est mécontent, ça lui envoie prenez contact avec nous. Quelque chose dans cet esprit-là. Alors, avec les sites avec les solutions qui sont certifiées AFNOR, c'est pas possible puisque Ingrid a bien décrit le process. Donc, il faudrait trouver un système artisanal pour le faire. Ça pourrait être une solution, mais on va avoir une perte d'authenticité, comme disait Ingrid, les avis négatifs. C'est aussi des outils pour vous pour faire de la fidélisation. L'avis négatif, la réponse que vous allez y apporter peut être plus intéressante parfois que l'avis positif. Bien répondre à un avis négatif, ça donne une image de l'établissement qui est plutôt hyper positive. Je regarde rapidement encore, il y avait plusieurs questions. Alors, est-ce que Sébastien tient compte du NPS lors de vos formations? Alors, le NPS, est-ce que ça te parle? Pas du tout. Ingrid? Le Net Promoter Score. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on propose chez Avis Vérifié dans les questionnaires. C'est en fait une notation de 0 à 10 sur une échelle de 0 à 10. Quelle est la probabilité que vous recommandiez ce produit à votre entourage? Ok. Donc, juste la question, si tu peux me répéter la question. Alors, Sébastien forme chaque année ses équipes pour répondre aux avis. Et la question, c'est est-ce que Sébastien, tu tiens compte de cette notion de recommandation lors de tes formations? A priori, non. Non. Moi, je tiens compte. Pourquoi ça serait intéressant de le faire? De demander aux clients s'ils recommanderaient l'hôtel? À quoi ça sert de faire ça? C'est un indicateur c'est un indicateur de qualité qui va permettre, surtout en interne aussi, de savoir où on se situe et après se situer par rapport au score NPS du secteur d'activité. Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on s'en rapproche? Est-ce qu'on est en dessous? Et après, il faut investiguer grâce à ce score, ce Net Promoter Score, investiguer et se dire pourquoi, dans quoi on performe super bien. On a un super Net Promoter Score, c'est top. Mais si on est un petit peu en dessous du Net Promoter Score du secteur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Dans des chaînes comme IAG ou Marriott, la seule chose qu'ils regardent en masse, ils regardent tout en détail, mais en masse, c'est comment avez-vous évalué votre séjour sur une échelle de 1 à 10? Si vous êtes en dessous de 8, donc de 1 à 7, ça ne compte pas. Donc, ils prennent le pourcentage de gens qui ont mis la note de 8, de 9 ou de 10. Oui. Voilà. Ça, c'est vous avez des pénalités, Sébastien, pour si vous êtes en dessous, si vous baissez, si vous passez sous les 8? Il y a des chaînes où il y a des pénalités, ouais.
Tu sais, IAG, je crois savoir. Exactement. Ouais. Je voulais pas les nommer, mais chez IAG, c'est pas une pénalité. En fait, c'est une espèce d'amende parce que quelqu'un va venir, un auditeur va venir dans l'hôtel pour essayer de trouver une solution de pourquoi on n'atteint pas ce critère de satisfaction. Typiquement, pour un hôtel Crown Plaza, il faut être au-dessus de 75. Il faut que 75% des gens qui ont répondu nous mettent une note. Non, il faut que 75% de nos notes soient au-dessus de 8, 9 ou 10. Ouais. Alors, j'ai encore une question avec un acronyme que je ne connais pas, j'en découvre encore. Hein. Sébastien, utilisez-vous un RCU pour anticiper les demandes des clients et donc diminuer les problèmes? Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un RCU. Ingrid non plus? Non, ça ne me dit rien. Alors, je vais demander à la personne qui a posé la question de le préciser, sinon on va terminer. Ah, j'ai une question pour la fin. Ingrid, avez-vous la possibilité de segmenter vos avis? On a déjà répondu, donc ça c'est bon. Ouais, ben donc à part si la personne nous répond rapidement, je vais juste vous renvoyer vers notre dernier sondage. Et là, en même temps, j'en profite pour vous annoncer nos prochaines dates de notre prochain webinaire qui aura lieu le 11 mai. Et là, ça va être dédié plutôt restauration. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire disant que ce webinaire était plus dédié à l'hôtellerie. C'est vrai. Pour autant, tout ce qu'on a dit, toutes les règles qu'on a évoquées sont tout autant valables pour la restauration. L'outil managérial, de relations clients, de communication, etc. C'est encore pire, même côté restauration. Sébastien nous expliquait en préparant ce webinaire que quand il est dans un endroit qu'il ne connaît pas et qu'il doit commander sur un système de livraison de repas à emporter, de livraison, il se fie à la note pour connaître la qualité des restos autour. Quoi. Donc pour les restos, ça marche d'autant plus. Donc notre prochain webinaire aura lieu le 11 mai. Et je vous mets un dernier sondage pour connaître votre satisfaction par rapport à ce webinaire et également que vous puissiez nous donner quelques idées pour le prochain webinaire justement qui sera après le 11 mai. Hop, alors, un petit instant que je retrouve l'enquête. Où est-elle? Alors Shirley, si tu m'entends, je vais te demander de me balancer l'enquête parce que je n'arrive pas à la lancer. Écoutez, si j'arrive pas, je vois que ce n'est pas le cas, je vous demande de nous mettre en commentaire si ce webinaire a répondu à vos questions, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer le contenu. Voilà, je ne trouve pas l'accès à l'enquête, je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, juste si vous pouvez nous mettre dans le chat ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit meilleur. Je remercie chaleureusement Sébastien et Ingrid pour tout ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Et je vous souhaite bon courage pour la suite, surtout Sébastien, qui, comme la plupart des hôteliers aujourd'hui, est dans une période compliquée. Hein. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.